Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Aaron Temkin Beck. Enfin. Aaron Temkin Beck, c'est un psychiatre américain qui est né le 17 juillet 1921. Il a fait ses études à Yale et a enseigné à l'université de Pennsylvanie. Il est classé par l'American Psychologist dans le top 5 des psychiatres les plus influents de tous les temps. Comme ça, c'est dit. Il a mis au point des critères d'évaluation pour les troubles mentaux qui sont aujourd'hui utilisés dans le monde entier comme le BDI, le BSS, le BAI ou le Beck Youth. En plus de développer plusieurs échelles d'évaluation, il a publié 6000 articles et 24 livres durant sa carrière. Le mec, dans le game, c'est un daron. Mais ce pourquoi on le connaît le plus, c'est ses travaux sur une discipline pour laquelle on le considère aujourd'hui comme en étant le père. Rien que ça, cette discipline, c'est la thérapie cognitive. Attention, je vais faire un énorme aparté. Pour comprendre en quoi c'est complètement dingue, il faut savoir qu'à la base, la psychologie, le fait de vouloir comprendre ce qui se passe dans la tête des gens dans le but notamment de les soigner, ça prend vraiment forme à partir de Freud. Mais les outils pour aborder l'esprit humain dans une démarche purement médicale, à ce moment-là, il n'y en a pas vraiment. Freud va poser les bases d'une discipline qui n'a même pas le mérite d'exister un peu. Il va complètement refaçonner la manière qu'on a d'aborder les troubles mentaux. Pour ça, il va essayer de définir des concepts comme l'inconscient, le développement de la psyché ou la sexualité infantile à travers des théories qui seront plus ou moins bien reçues. Bon, ils vont le chier dessus, je vous le dis tout de suite. Et, et ces notions vont être reprises, approfondies, précisées par ses successeurs pour former ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche psychanalytique. Cette approche psychanalytique, comme tout, elle a ses qualités et ses défauts. Et son plus gros défaut, c'est que ça n'a rien de scientifique. Non mais en vrai, dire ça tout de suite, ça crée une polémique parce qu'il y a des gens profondément convaincus dans le truc, des gens très intelligents d'ailleurs. Et si ça choque, je suis désolé, mais selon ma définition d'une science, selon ce que je crois avoir compris à mon très humble niveau, j'ai peut-être tort, mais pour qu'une science puisse être appelée une science, il faut au minimum qu'elle soit démontrable, comme quand tu déroules un calcul mathématique par exemple, il faut qu'elle soit reproductible, c'est-à-dire que si je fais de la psychanalyse sur un individu et que tu fais de la psychanalyse sur un même individu, on doit arriver au même résultat, sinon tout de suite devant le patient on passe pour Madame Irma, tu vois. À ce compte-là, moi j'achète une boule de cristal et un turban, toi tu te caches sous la table, tu fais bouger les pieds, comme ça le patient au moins il passe un putain de moment, tu vois. Mais bon, bref. Par contre, petite parenthèse un peu drôle, en fait, quand j'écris par contre dans le logiciel Word, il me corrige parce qu'en fait on dit pas par contre, on dit cependant. Voilà, comme ça moi je vous apprends pas de la merde. Hmm. Par contre, cette discipline, elle a quand même le mérite d'avoir véhiculé l'idée que les troubles psychiques, c'est des maladies qui peuvent être soignées, plutôt que d'être vues comme des simples moments de folie et ou des cas de possession démoniaque. Et c'est une fois qu'elle s'est démocratisée au point d'être enseignée dans les plus grandes universités que des personnes avec une véritable sensibilité scientifique en sont arrivées à se dire que vouloir comprendre et soigner l'esprit humain, c'est bien, mais le faire avec une véritable méthodologie scientifique et rigoureuse, c'est possible et c'est mieux. Donc, c'était la partie la plus longue au monde, je sais même plus de quoi on parlait. Non, plus sérieusement, le parcours académique du futur Dr Beck va donc commencer en psychiatrie à Yale, mais il va rapidement prendre le seum dès ses premiers cours sur la psychanalyse, par lesquels il ne sera pas du tout convaincu à cause des raisons citées plus haut. Mais finalement, après un stage, il se réconcilie avec la pratique, car il va enfin pouvoir étudier, faire de la recherche sur le sujet, en particulier sur le traitement de la dépression. Mais au bout de plusieurs années à travailler sur la psychanalyse, il va conclure que vraiment, ça manque de rigueur, ça manque de preuves, ça manque de ce truc qui fait qu'une science c'est une science. Il se concentre alors sur une autre manière d'approcher le sujet. Et avec sa fille, ils fondent en 1994 l'Institut Beck. Selon cet institut, plus de 2000 études ont démontré l'efficacité des thérapies comportementales et cognitives. 2000. 2000. Peut-être qu'il gonfle un peu les chiffres comme Pelé, mais au bout d'un moment, va falloir se rendre à l'évidence. Donc, parmi ses travaux les plus notables, on retrouve la triade de Beck. Et attention, s'il y a un moment de la vidéo où il faut que vous écoutiez, c'est maintenant. La triade de Beck, c'est un principe qui décrit les facteurs qui alimentent la dépression majeure. La question qu'on se pose, c'est quoi le carburant qui alimente la dépression? Et ces fameux facteurs qui alimentent la dépression sont le fait d'avoir des idées négatives sur soi-même, sur le monde et sur le futur. Après avoir étudié des centaines et des centaines de cas, Beck va se rendre compte que dans les cas de dépression majeure, les malades vont systématiquement avoir des pensées négatives sur eux-mêmes, sur le monde et sur le futur. Donc à partir de là, l'hypothèse, c'est que si jamais, en creusant un peu le truc, on trouvait une sorte de protocole, une thérapie pour régler ce problème, alors on aurait trouvé hypothétiquement le remède de la dépression. Et justement, en creusant encore plus le truc, Beck va aboutir à la notion de schéma cognitif. Là, je répète, c'est vraiment important. Pour comprendre ce qu'est un schéma cognitif, il faut concevoir que notre cerveau interprète des informations en continu et il tire des conclusions en se basant sur ce qu'il interprète.
Mais si jamais à tout hasard il y avait une sorte de filtre qui viendrait s'interposer entre le monde et mon cerveau, alors les conclusions que je vais tirer de manière consciente, ou pire, les pensées que j'ai juste instinctivement, à cause de ce filtre seront juste faussées. Mes conclusions sont basées sur des informations constamment biaisées. Les gens à qui je m'attache vont tous m'abandonner. Je me sens différent, j'arrive pas à m'intégrer. Dès qu'on me met dans un groupe, je me mets les gens à dos. Je suis dépendant des autres. Je me sens incapable de gérer certains trucs tout seul. Ma confiance en moi se base uniquement sur l'image que les autres ont de moi, donc je suis en recherche constante d'attention. Je suis défaitiste face à l'échec. Ça y est, j'ai raté tel ou tel truc dans ma vie, donc je suis un raté. Je réussirai jamais rien dans ma vie. J'ai plus d'espoir en mon avenir. J'ai un besoin excessif de sacrifier mes propres besoins pour faire plaisir aux autres, au détriment de mon équilibre personnel, car j'ai une hypersensibilité à la souffrance des autres. Et en plus, c'est suivi d'un ressentiment envers les personnes dont je m'occupe, car évidemment, derrière, émotionnellement, c'est complètement décalé. Ça, c'est des schémas cognitifs. Ça, c'est les filtres de pensée dont on n'a pas conscience, mais qui pourtant vont envenimer notre quotidien. Pour résumer tout ça en une phrase, c'est comme si vous observiez et que vous compreniez le monde à travers un miroir déformant. PS, les schémas cognitifs, c'est vraiment un sujet beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant que la façon dont je viens d'en parler. Je peux pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais j'espère vraiment pouvoir faire une vidéo dessus assez vite, Inch'Allah. Donc, si on arrive à faire disparaître ce filtre, ou au moins à faire comprendre, à démontrer, à faire ouvrir les yeux aux malades sur comment la dépression fait pour duper sa perception des choses, alors il serait beaucoup plus à même de se libérer enfin de ses pensées négatives sur lui-même, sur le monde et sur le futur. Ce qui va représenter dans le combat contre la dépression un pas en avant juste colossal. Et cette méthodologie, cette façon de faire, ça a un nom. Ça s'appelle l'approche cognitivo-comportementale. Là où Freud et sa petite bande, ils avaient eux une approche psychanalytique. La thérapie qui découle de ce raisonnement, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, la fameuse TCC. Pareil, pour les TCC, c'est un sujet tellement vaste qui mérite carrément plusieurs vidéos. Le seul truc sur lequel je tiens vraiment à mettre l'accent, c'est le fait que Beck précise que la TCC prend forme dans le cadre d'une alliance thérapeutique sur un modèle humaniste et empathique. Je répète pour qu'on se comprenne bien. La TCC prend forme dans le cadre d'une alliance thérapeutique sur un modèle humaniste et empathique. Ça, c'est deux points complètement anodins dit comme ça, mais la force de la TCC, c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire que le truc, c'est limite un protocole scientifique. Donc on peut rapidement se retrouver avec des soignants qui nous regardent, qui cochent des trucs, qui vous tendent des questionnaires, vous cochez des trucs, et ils expédient la consultation. Mais c'est pas un hasard si Beck a employé les termes d'humanisme et d'empathie. Il voyait vraiment la guérison comme quelque chose issu d'une coopération entre le patient et le thérapeute. Si jamais vous commencez une TCC et que le soignant il a rien d'humain et que malheureusement ça aboutit pas, c'est pas vous qui êtes nul, c'est pas la TCC qui est nulle, c'est juste le mec qui est complètement con et qui comprend pas ce qu'il pratique. Ou qui travaille en fait dans des conditions ou à un rythme qui ne lui permettent pas d'exprimer son humanité. Et ça aussi, malheureusement, ça arrive très souvent. Bilan. Les travaux de Beck, pourquoi c'est important de s'y intéresser? Premièrement, parce que Beck illustre bien le fait que c'est pas parce qu'on a toujours fait les choses d'une façon qu'on ne doit jamais remettre cette pratique en question. Il illustre le fait qu'on peut et qu'on doit toujours garder à l'esprit l'idée qu'il faut progresser, qu'il faut passer un cap en termes de connaissances et de compétences, surtout quand le sujet c'est la santé. Deuxièmement, parce que c'est un sujet plein de petites notions clés hyper importantes, et ces notions, une fois qu'on les a bien assimilées, ça peut permettre au quotidien, si malheureusement vous ou un de vos proches, vous avez un souci, de pouvoir trouver une aide véritablement adaptée. Surtout dans un monde où quand ça nous touche pas, on s'y intéresse pas, mais une fois que ça nous touche, on essaie de se renseigner, et on se retrouve sous un raz-de-marée de théories en tout genre, et certaines défendues par des gros charlatans. Et vous pouvez être sûr que eux, ils sont pas dans une démarche de remise en question. Ils ont une escroquerie qui marche. Pour eux, le fait que vous soyez pas ou peu informé, c'est le meilleur scénario possible. Demain, je te le souhaite pas, mais si jamais tu as un problème, tu cherches de l'aide, t'ouvres Doctolib, tu peux tomber sur des magiciens, gros, des wizards. Le mec, il a une barre de vie, il a une barre de mana. Donc, que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs, je m'en bats les couilles, mais s'il vous plaît, juste renseignez-vous. Conclusion. Les maladies mentales, c'est un sujet épineux parce que la psychologie, c'est une science très jeune, mais c'est d'autant plus admirable de voir des personnes avec le courage de prendre le taureau par les cornes et chercher sincèrement à faire de leur mieux. Au final, on s'en fout que le premier qui s'est lancé, plus tard, on se rend compte qu'il avait tort sur certains points. C'est ça la beauté de la science. T'es là, tu dis un truc. Derrière, il y a un gars qui arrive qui peaufine ton truc. C'est comme un flambeau qui se transmet et les avancées qui en découlent, le nombre de gens à qui ça change la vie, ça dépasse tout ce que le premier gars, il aurait pu espérer dans ses rêves les plus fous. Donc la vidéo elle arrive à la fin, vous connaissez la chanson, vous mettez un pouce vers le bas, vous me signalez tout ça, et vous m'envoyez des virus qui vont casser mon ordi, comme ça après je pourrai plus travailler.